Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, merci, bienvenue au Bon Marché pour ce nouveau on, du coup, qui est donc une dédicace aujourd'hui de Marjorie Poy-Domingue et Ferial Furon pour donc leur livre La Revanche du Cerveau Droit, sorti aux éditions du Dauphin. Après cette discussion, nous aurons donc droit à une petite séance de dédicace. Je vous invite donc à rester et à profiter de cet échange pour aujourd'hui. Merci beaucoup, merci à tous et je leur laisse la parole. Allô. C'est là, j'ai trouvé le bouton. Bonsoir, merci à toutes et à tous d'être là. Je m'appelle Réja Nero, j'ai le plaisir d'animer cette rencontre aujourd'hui avec Ferial et Marjorie. Alors je vais essayer de prendre le moins possible la parole, juste de leur lancer quelques perches pour qu'elles puissent vous expliquer tout ce qu'elles ont voulu mettre et revendiquer et transmettre dans ce livre, donc La Revanche du Cerveau Droit. Je pense qu'on pourrait faire déjà à peu près 3 heures sur ces deux mots-là, revanche et cerveau droit, parce que tout est dit. Déjà, la première question que j'avais envie de vous poser, c'est vous avez envie de travailler sur un livre ensemble depuis plus de 15 ans, ou quelque chose de cet ordre-là. Celui-là est né, alors pourquoi celui-là, et donc de quel constat, voire de quelle urgence est né un livre autour de cette notion de cerveau droit? Déjà, bonjour à tous, merci d'être là nombreux pour nous soutenir, c'est notre première dédicace. Voilà. Donc pour revenir à ce projet, effectivement, il y a 15 ans, on a été collègues avec Ferial, puis après on est devenus amis. On avait déjà l'idée d'écrire un livre sur un petit peu les conséquences de la déshumanisation des relations d'entreprise. Et puis finalement, ça ne s'est pas fait. Et après, on s'est intéressés toutes les deux sur les neurosciences. On s'est dit, tiens, pourquoi pas essayer de creuser un petit peu ce qui se passe. Donc on a regardé les intelligences de type cerveau droit. Et de fil en aiguille, on s'est dit, c'est génial ce concept parce qu'il y a plein de fils d'Ariane à tirer. Et en fait, on s'est embarqué dans l'aventure, c'était fin 2018. Donc ça fait 3 ans qu'on a mené l'enquête. Et voilà, donc le livre est enfin sorti après 3 ans d'enquête. Ferial, tu veux rajouter quelque chose? Oui, alors, effectivement, vous m'entendez là? Oui. En fait, c'est le sujet de l'intuition qui nous a énormément inspirés. Et comme effectivement, il y a eu cette envie d'écrire toutes les deux il y a une quinzaine d'années, il y a eu un déclic autour de ce sujet. Et on l'a relié en fait aux neurosciences. Et après, on est parti dans un cheminement. Et ce livre, en fait, a été conçu un petit peu comme un puzzle pour reconstituer. Et on l'a vraiment écrit en mode cerveau droit, c'est-à-dire vraiment en mode intuitif total. On avait effectivement des idées qui nous venaient on ne sait pas d'où. Et après, elles étaient validées par des lectures qui venaient à nous par des synchronicités extraordinaires. Et ça a été pareil pour les experts en fait, qui enrichissent notre propos dans ce livre. On n'a vraiment pas eu d'efforts, ils sont venus à nous de manière assez... avec des synchronicités incroyables. Et voilà. Et donc pour revenir donc, au sujet en fait, du livre, effectivement, la revanche du cerveau droit, c'est quoi pour nous? C'est qu'on a le sentiment on vit dans un monde très technologique qui va de plus en plus vite, qui est un peu en perte de sens, et on s'est dit que c'était vraiment les symptômes en fait, de 4 siècles de rationalisme. Et voilà, depuis Descartes, et ça a engendré cette pensée cartésienne qu'on incarne aujourd'hui par le cerveau gauche. Et on s'est dit qu'on était vraiment à un moment charnière de notre humanité, où si on persistait donc dans cette voie-là, qui est une voie en fait matérialiste, ça nous mène droit vers un monde de robots où on se déconnecte complètement de notre essence, de notre âme. Donc on s'est dit que, on a eu vraiment l'intuition que c'était le moment charnière où aujourd'hui le cerveau droit pouvait tenir sa revanche pour nous reconnecter à notre essence. Et donc ça nous ouvre la voie à un autre paradigme qu'on a voulu explorer dans le cadre de ce livre. D'accord. Je vais jouer la candide, mais c'est peut-être bien de reposer ce que ça veut dire, cerveau droit. Est-ce que c'est une notion anatomique? Est-ce que c'est encore le cas? Est-ce que c'est plus métaphorique? Si on devait être un peu schématique, c'est quoi gauche et c'est quoi droit? Et il a quoi de particulier, cet hémisphère-là? Oui, alors on est reparti de l'asymétrie cérébrale qui est considérée aujourd'hui comme un neuromythe, mais c'est faux. Alors nous, on l'a utilisé sur le plan métaphorique, c'est pas un livre de neurologie, parce qu'on n'est pas du tout neurologue déjà. Mais en fait, on a interviewé un neurologue dans le livre, et effectivement, le cerveau gauche, c'est plutôt un cerveau analytique
qui est dans le sens du détail, donc très dans le raisonnement déductif, alors que le cerveau droit est plus global, et au niveau du cerveau, c'est celui qui nous alerte quand il y a un danger. Donc il regarde tout, et donc au niveau de la pensée, ça symbolise la pensée globale en arborescence. Et normalement, on associe les émotions aussi au cerveau droit. Alors évidemment, il y a aussi des émotions dans le cerveau gauche, mais on s'est rendu compte, en fait, grâce à notre enquête, que ça correspondait vraiment à une réalité neurologique. Un jour, il y a une spécialiste des enfants dits neuroatypiques qui m'avait dit que pour elle, aujourd'hui, ce qui était intéressant, c'est la porosité entre le corps calleux, entre le cerveau droit et le cerveau gauche, et que ce qui l'intéressait, elle, c'était la porosité, et donc la capacité d'une information de passer de l'hémisphère droit à l'hémisphère gauche. Et ça revient à quelque chose que vous défendez beaucoup, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément l'un contre l'autre, cette revanche, mais c'est bien l'un avec l'autre. Comment vous voyez les choses? Ah oui, complètement. En fait, nous, on préconise et en fait, on encourage la connexion entre nos deux cerveaux, justement, pour équilibrer le mode de pensée. Mais c'est vrai qu'en ayant vraiment une petite préférence pour le mode cerveau droit, parce que le mode cerveau droit, ça nous permet d'avoir, en fait, alors quand on dit mode cerveau droit, c'est-à-dire que ça engendre, mais ça fait partie du neuromythe, mais quand même, il peut y avoir une réalité derrière, c'est que ça engendre une pensée globale, en arborescence, comme disait Marjorie tout à l'heure. Et aujourd'hui, dans le monde technologique dans lequel on vit, on a vraiment besoin d'avoir ce discernement pour pouvoir établir des liens entre des disciplines qui aujourd'hui sont extrêmement cloisonnées, qu'il faut absolument décloisonner, pour pouvoir avoir beaucoup plus de discernement. Mais maintenant, c'est important aussi de revenir en mode cerveau gauche pour avoir une pensée rigoureuse, analytique, mais voilà. Donc, effectivement, il faut qu'il y ait une alternance, et c'est ce qu'on encourage dans le livre. Dans le livre, vous évoquez l'exemple du docteur Jill Bolt, qui a eu cet accident cérébral et qui a découvert une complètement autre manière de fonctionner. Vous avez cet exemple ou d'autres exemples de gens qui, à un moment, ont eu un mode de fonctionnement cerveau droit qui a donné lieu à des créations, à des sauvetages, à des choses comme ça. Comment on pourrait illustrer ça? D'une manière générale, je pense qu'effectivement, ceux qui sont en mode cerveau droit sont les créateurs, en fait, qui permettent de faire un pas de côté, qui permettent donc d'engendrer en fait des innovations disruptives, hein, et qui nous on peut prendre l'exemple de Steve Jobs pour Apple. Je pense que ceux qui ont inventé Internet, ils avaient donc cette pensée un petit peu hors des sentiers battus. Mais en fait, dans notre livre, c'est vraiment, donc on l'utilise comme un symbole pour justement incarner ce nouveau paradigme qui aujourd'hui s'ouvre à nous, qui est en fait un paradigme qui honore les lois du vivant, versus le paradigme matérialiste qui nous déconnecte complètement de la nature et de notre essence. D'accord, on revient à la notion de lien qui est très forte dans ce que vous voulez défendre. Il y a quelque chose que vous m'avez dit quand on s'est parlé pour cet entretien. Vous m'avez dit ce n'est pas un énième livre sur l'intuition, ni sur l'intelligence émotionnelle. Je pense que c'est intéressant à poser. Il y a quoi dans votre approche et dans ce que vous êtes allé chercher auprès de 40 experts, quand même, c'est un travail énorme, un travail nourri, qui fait que ce livre, il apporte encore autre chose que la description de l'intuition ou de l'intelligence émotionnelle. Oui, alors comment expliquer? Nous, ce qu'on a cherché à faire, c'est vraiment créer des liens entre des disciplines qui se côtoient jamais. Justement, on y trouve de la physique quantique, on parle de neurosciences, et on a fait des liens avec les sciences humaines comme la philosophie, la psychanalyse, la psychologie. Donc voilà, je pense que vraiment, nous, c'était décloisonné, qui était d'ailleurs à l'origine, on va dire, le fondement de la philosophie, hein, parce que la philosophie, c'était vraiment ça. Au départ, c'était des mathématiciens comme Descartes, qui étaient aussi philosophes. Donc on a essayé de renouer un peu avec cette tradition en se disant aujourd'hui on est dans un monde beaucoup trop technique, trop cloisonné, trop spécialisé, et on a vraiment cherché à approcher l'intuition sous ce mode-là. Donc on a bien sûr rappelé la définition de l'intuition au niveau des neurosciences, au niveau neurologique, la vision qu'on appelle parfois matérialiste, mais qui est intéressante aussi. Et après, on a rappelé la vision plus jungienne de l'intuition qui, là, pour le coup, on accepte qu'il y ait peut-être un univers qui soit autour de nous et dans lequel on se connecte et qui nous donne parfois des intuitions fulgurantes. Et après, bien sûr, on a évoqué ce qui peut être la télépathie aussi, qui a été aussi qui a fait l'objet de recherches très sérieuses. Donc, c'est vrai que l'intuition, c'est un mot valise. Et on met beaucoup de choses dedans et peut-être que ça sera une vraie compétence de demain.
Question bête, ça se cultive? Est-ce qu'il faut cultiver l'intuition? Qu'est-ce que ça veut dire du système éducatif? Est-ce que de toute façon il n'y a pas plusieurs types d'intelligence et à chaque enfant la sienne et autant honorer ce qu'il est, ou est-ce qu'il faut au contraire essayer d'éduquer à plus d'ouverture cerveau droit? Oui, effectivement. Alors, tout le monde peut être intuitif, hein, donc l'intuition est vraiment universelle, mais il y en a qui y accèdent de manière plus ou moins naturelle. Donc c'est comme un muscle qu'on doit travailler en fait. Et le problème, c'est que notre système éducatif aujourd'hui ne développe pas du tout ce muscle, surtout en France. Hein. Maintenant, il y a d'autres systèmes éducatifs de par le monde qui sont différents, mais en France, c'est quand même, comme on dit, c'est une éducation très cerveau-gauche, très orientée sur les mathématiques, sur la logique. Et donc l'intuition, malheureusement, n'a pas grand pouls encore. Et ce livre, normalement, devrait ouvrir cette voie et encourager. Alors, on n'a pas du tout même travaillé le sujet de l'éducation, parce que ça demande un livre à part entière. En revanche, on a conclu sur ça, parce que c'est très important de sensibiliser sur ce sujet-là, surtout pour donc les enfants, parce que vous parliez de neuroatypiques tout à l'heure, il y a de plus en plus d'enfants hypersensibles, neuroatypiques, donc qui ont un mode de fonctionnement très particulier et qu'il faut absolument faire épanouir dès la petite enfance. Et aujourd'hui, c'est pas le cas. Donc ce livre contribue justement à valoriser cette intuition, parce qu'aujourd'hui, jusque-là, c'était quand même un sujet très tabou au niveau éducatif, au niveau de l'entreprise, mais c'est en train de bouger. Et vous parlez d'entreprise, vous avez des exemples concrets, vous le voyez, vous travaillez toutes les deux en lien avec des entreprises, ça bouge comment? Il y a quoi comme exemple de méthode de management ou de gestion de projet qui intègre davantage cette sensibilité-là? Alors, on ne peut pas dire encore que l'intuition soit rentrée dans l'entreprise, hein, c'est un petit peu un tabou, c'est-à-dire que même si on raisonne beaucoup avec l'intuition en entreprise, on n'ose pas le reconnaître. Hein. En revanche, on voit qu'il y a quand même le concept du cerveau droit qui commence à irriguer l'entreprise, déjà vers la tendance de la RSE, donc responsabilité sociétale et environnementale, qui nous permet de nous reconnecter à la nature et de respecter un peu plus notre environnement. Ensuite, on a aussi la mode des soft skills, donc, qui permet de reconnaître enfin les gens qui ont une intelligence émotionnelle et qui savent effectivement mieux communiquer en entreprise, et aussi les profils plus atypiques qu'évoquait Ferial tout à l'heure. Et aussi peut-être de reconnaître davantage les collaborateurs qui sont multipotentiels, parce que jusqu'à présent les entreprises ont identifié les hauts potentiels qui correspondent à une performance de intelligence logico-mathématique, des profils très organisateurs, mais parfois qui manquent un peu d'innovation. Donc si les entreprises veulent renouer avec l'innovation, effectivement, ça peut passer par une reconnaissance des profils plus atypiques. C'est pas neutre en termes de management, parce que manager quelqu'un qui ne fonctionne pas comme soi, ou avoir à la maison quelqu'un qui a un mode cérébral différent d'une autre, c'est pas simple. Vous parlez très bien de cette nécessité de faire lien, comme vous l'avez fait pour l'écriture du livre, et qu'est-ce que ça peut donner quand ça fonctionne, mais comment faire pour que ça fonctionne? Parce que parfois c'est vraiment deux intelligences et deux rapports au monde très différents. Alors aujourd'hui, heureusement, il y a des coachs qui sont spécialisés. Alors je ne sais pas si notre experte des multipotentiels atypiques est là. Aujourd'hui, elle va venir ce soir. Et effectivement, c'est Myriam Auger, elle a écrit donc, plusieurs livres en fait, sur cerveau droit entre guillemets, donc multipotentiels atypiques. Et effectivement, c'est un mode de fonctionnement extrêmement particulier. Et je sais qu'aujourd'hui, beaucoup peuvent s'y reconnaître. On a l'impression qu'on a de plus en plus, alors on ne sait pas pourquoi. Mais il faut vraiment sensibiliser donc les DRH, je pense, les managers sur ce mode de fonctionnement. Parce que quand ils se retrouvent dans un mode de fonctionnement extrêmement formaté, avec une hiérarchie pyramidale, très, très cloisonnée, ils s'ennuient très très vite et leur talent est gâché. Et alors que ce sont des talents qui justement peuvent être extrêmement créatifs et peuvent vraiment amener à des innovations. Et alors à côté de ça, ils ont un comportement, ils sont très, très, très liés à la nature. Ça, je ne suis pas spécialiste du sujet, mais on a effectivement interviewé une spécialiste et
les lecteurs découvriront ça dans le livre. Mais ce qu'on voulait dire aussi, c'est que effectivement le livre aborde tous ces sujets-là, mais ce qui est important de savoir, c'est qu'aujourd'hui on est vraiment presque dans un changement d'air où il est vraiment presque urgent de prendre conscience de ce genre de personnes pour nous mener vers un avenir. Je pense plus c'est mon côté idéaliste. Ça veut dire quoi au Conseil des ministres d'avoir ou de les faire commencer par une petite session d'intuition, d'ouverture à plus grand que soi. Vous reliez aussi cette notion à la spiritualité. Comment vous faites le lien entre cette forme de rapport au monde et quelque chose qui est vraiment la prise en compte d'un monde qui est au-delà de soi, de forces qui nous dépassent. On a Marie-Pierre Dienzeger avec nous ce soir, qui manie bien les forces qui sont au-delà du petit individu. Comment vous faites le lien et pourquoi? Parce qu'on a cette ouverture, on serait plus ou moins à même de fonctionner si c'est des forces autres qui nous régissent, qu'on soit cerveau gauche ou cerveau droit, de toute façon on n'a pas trop la main mise dessus. Alors là, je vais reprendre en fait l'exemple que vous avez cité tout à l'heure du docteur Gibbon Taylor, qui en fait est une neuropathologiste, elle est neuroanatomiste, et elle a eu un accident vasculaire cérébral avec une hémorragie de l'hémisphère gauche. Donc quand elle a eu cette hémorragie, il n'y a que son hémisphère droit qui fonctionnait. Et là, elle a eu le sentiment vraiment d'une communion extatique avec l'univers où elle ne faisait qu'un. Donc en fait, on en a déduit que c'est peut-être pas l'hémisphère droit qui génère ça, mais peut-être que l'hémisphère droit est un récepteur à quelque chose de plus grand. Et nous, on aborde effectivement ce sujet-là dans le livre, en abordant la conscience. Parce qu'aujourd'hui, il y a deux visions différentes de la conscience, qui incarnent ces deux paradigmes aujourd'hui qui s'affrontent. Donc la vision matérialiste dit que le cerveau génère la conscience, c'est-à-dire que la conscience est à l'intérieur de la boîte crânienne, et le paradigme post-matérialiste, plus spiritualiste on va dire, implique que la conscience se trouve donc à l'extérieur, dans des champs d'information. Et là, pour revenir à l'intuition, l'intuition peut faire partie de ces champs d'information, et le cerveau nous permet d'accéder donc à ces champs. Et donc nous, on a abordé ce sujet-là avec des experts comme Olivier Chandon, qui sont vraiment qui est spécialiste en fait des états de conscience modifiés, et cette nouvelle conception de la conscience, ça rejoint d'ailleurs les arts chinois dont Marie-Pierre est experte. Donc ça rejoint un petit peu le taoïsme, où tout ce qui est énergétique et on dit qu'effectivement, quand on est plutôt branché cerveau droit, on a plus tendance à appréhender, à sentir ce genre de choses. D'accord. Et ça rend opérant, parce que on peut se perdre aussi dans ces états-là, dans cette prise de conscience-là, que peut-être la conscience est là avant tout, qu'elle ne nous appartient pas, qu'on n'est que le vecteur de ça. Est-ce que ça nous rend vraiment plus opérants pour un monde de demain, ou est-ce que ça peut nous perdre complètement? Il y a quand même des dérives, ou une possibilité de se perdre complètement dans ces mondes-là. Qu'est-ce qui c'est important à poser pour vous sur ce sujet? Alors justement, nous on n'a pas dit qu'il fallait que le cerveau droit prenne le dessus sur le cerveau gauche. C'est pas du tout ce qu'on défend dans le livre. On dit que le cerveau gauche est très utile, il faut être structuré, il faut savoir se mettre des limites. Alors le problème du cerveau gauche, c'est qu'on va trop loin dans la structuration, on devient binaire. Alors même si le côté binaire ça rassure, ça enlève l'incertitude et on se sent bien aussi. Mais voilà, il faut vraiment être ambitexte, c'est ce qu'on défend dans le livre. Donc, et justement, dans le livre, on parle des problèmes de gourou, on parle aussi de ne pas confondre la pensée positive avec la pensée magique. On voit bien qu'il y a aussi des dérives de ce qu'on appelle, entre guillemets, la spiritualité. Donc ça, on a bien fait attention dans le livre aussi de pointer finalement cet extrémisme du cerveau droit. Et d'ailleurs, on a aussi... oui, parce qu'on peut être extrémiste aussi en cerveau droit. Et d'ailleurs, Nietzsche, qui était pour Jung un cerveau droit confirmé, il s'est un peu perdu dans son excès de sensibilité. D'accord, oui, il y a Anne-Laure Buffet qui est là et qui dit bien ce qu'elle pense de la loi de l'attraction et des gourous et cette espèce d'excès de spiritualité, d'une certaine manière, ou de vision
qui fait oublier l'autre versant de nos existences, quoi. Maintenant, la spiritualité, c'est quelque chose de très important. D'ailleurs, on l'a bien abordé dans le livre, mais c'est des dérives, en fait. C'est des dérives, voilà, la gouroutisation, où il faut faire attention. Mais bon, là, il faut être bien ancré. Et justement, ne pas être la tête dans les étoiles. Et l'idée, c'est vraiment de cet équilibre entre la ciel et la terre. En préparant cet entretien, vous m'avez dit un truc très joli auquel j'avais jamais pensé, c'est que vraiment cette énergie très particulière au cerveau droit, parce qu'entre nous on disait c'est être créatif, original, un peu rock'n'roll dans cette espèce de flot de la vie, et vous m'avez dit oui, en fait le cerveau droit c'est vraiment laisser, c'est vraiment ce que ce peut être quand on est dans l'énergie de vie, et le cerveau gauche serait plutôt là, lui, à tout ce qui nous plombe, tout ce qui nous coupe de cette énergie de vie, c'est métaphoriquement le cerveau gauche. C'est bien ça que vous vouliez, vous avez des exemples, des choses comme ça qui pourraient nourrir cette idée? Ça va bien, ça, comme métaphore, oui, c'est ça. Oui, alors justement, si on prend l'exemple du désir, justement par rapport au bonheur, aujourd'hui on est dans quelque chose où il y a plein d'injonctions sur comment être heureux. D'ailleurs, on mesure même le bonheur, ce qui est pareil, complètement incroyable, parce que ça ne devrait pas pouvoir se mesurer. Et donc justement, nous, on défend un autre bonheur, celui du lâcher-prise. Le bonheur peut être dans l'inattendu, et justement pas dans cette envie de tout maîtriser. Parce que si on veut tout maîtriser, on va forcément être malheureux, parce que la vie, c'est pas ça. Donc justement, nous, on invite à un peu plus de poésie, un peu plus de lâcher-prise, un peu plus de spiritualité, voilà, pour s'ouvrir à la contemplation, que déjà défendaient les sages de la philosophie grecque. Voilà, c'est un peu plus ce qu'on appelle le cerveau droit. Après, bien entendu, nos désirs sont parfois déraisonnables, donc il faut un peu de cerveau gauche pour les structurer. Ferial, autre chose, non? Qu'est-ce que je pourrais dire là-dessus? Comme exemple, non, mais pour reprendre la métaphore, nous, ça c'est le volet philosophique du livre. Effectivement, on a dit qu'au XVIIe siècle, déjà, il y a eu en fait une divergence de vues entre deux grands penseurs phares de l'époque, et c'était donc Descartes et Spinoza. Et donc le livre, on va dire, décrit leur divergence fondamentale. Et là, pour reprendre un petit peu la métaphore du cerveau droit, par exemple, le conatus de Spinoza, donc le fait de persévérer dans son être, on va dire, c'est un petit peu le symbole de la revanche du cerveau droit. Et au XXe siècle, en fait, c'est Jung qui portait cela face à Freud, quand avec son processus alchimique d'individuation, persévérer dans son être, et nous, en fait, on symbolise la revanche du cerveau droit comme un parcours, en fait, initiatique, un parcours qui nous permet de se reconnecter à sa véritable essence, et voilà, de cheminer vers son soi, donc ça pour reprendre la pensée jungienne, et voilà, pour moi, le symbole du cerveau droit, c'est ça. D'accord, donc on comprend bien le chemin à faire au niveau individuel. Soit on a déjà ça en soi et c'est accepter de l'épanouir, de fonctionner comme ça, soit effectivement essayer pour nos enfants, d'être davantage dans ce flux-là. Qu'est-ce que ça veut dire au niveau sociétal? C'est-à-dire est-ce que c'est possible aujourd'hui, dans des organisations, de mettre en place des organisations plus transversales? Vous parliez de changement de paradigme, c'est un outil pour pouvoir participer au changement de paradigme, ou à un autre monde demain, mais très concrètement, on fait quoi? Est-ce que c'est transposable au niveau sociétal? Ce serait quoi une organisation du travail ou politique adaptée à ce besoin? Alors, sur la société, c'est un peu plus compliqué parce qu'on sait que dès qu'on essaie de faire moins de société verticale ou hiérarchisée, ça, tout de suite, c'est le chaos. Mais en tout cas, en entreprise, ce qu'on observe, c'est qu'il y a une montée des métiers hybrides. Il y a également un peu plus de travailleurs indépendants. D'ailleurs, on a interviewé Audrey Chapeau, qui est une spécialiste du monde du travail au niveau de l'anthropologie, et qui dit que probablement que le CDI sera plus la forme de travail majoritaire dans le monde de demain. Donc ça veut dire qu'on s'oriente vers un monde du travail peut-être plus atomisé, où on va rechercher plus les expertises, et qui est lié aussi on va dire, au développement de l'intelligence artificielle. Parce que finalement, qu'est-ce que fait l'intelligence artificielle? Elle concurrence les intelligences logico-mathématiques et les profils organisateurs. Et au contraire, va mettre en valeur les autres types d'intelligence qui ont été jusqu'à présent oubliés de notre monde très cartésien. Donc grâce finalement aux robots, peut-être qu'on va retrouver une part de notre humanité dans le monde du travail. En tout cas,
on est très optimiste là-dessus. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus pessimistes, mais nous, voilà, c'est ce qu'on a défendu dans le livre. Mais bien sûr, il y a aussi un risque. D'ailleurs, il y a un grand distributeur qui a commencé à mettre des managers robots dans les supermarchés, donc qui limite les collaborateurs à dialoguer avec eux avec 30 mots. Donc là, c'est l'inverse qui se passe. C'est vraiment l'humain qui doit s'adapter au robot. Donc on espère que ce n'est pas ce scénario-là qui va se produire. Nous, on croit plutôt que l'intelligence artificielle va venir en appui et qu'elle va permettre aux êtres humains de s'épanouir davantage. Mais ce n'est pas le seul scénario possible, évidemment. Dans le livre, vous abordez un autre thème qui est intéressant à ce niveau-là, c'est la santé. Comment on peut inventer une médecine qui ne soit pas uniquement cerveau gauche, médicale, matérielle, mais plus holistique. Qu'est-ce que vous pourriez donner comme exemple là-dessus? Donc dans le livre, on a abordé toutes ces thérapies énergétiques, holistiques, et qui incarnent un peu donc, le cerveau droit. Et on a aussi interviewé un acupuncteur qui nous a transmis les fondamentaux de la médecine traditionnelle chinoise, qui en fait, les Chinois, il y a des millénaires déjà, avaient tout compris, hein. Parce que ça rejoint ce qu'aujourd'hui nous dit la physique quantique, hein. Je veux dire, aujourd'hui, c'est très bien que on a le paradigme matérialiste dans lequel on baigne aujourd'hui stipule que le corps humain est un mécanisme biologique. Et ça, on arrive vraiment à la limite de la médecine occidentale, parce que justement, tout est fait, notre corps humain est fait d'énergie en fait. Et ça c'est ce que nous dit la physique quantique. On est fait de particules subatomiques, donc tout est énergie, et donc effectivement, ça donne raison à cette thérapie holistique. Et on a, dans le livre, on a parlé même du système, du principe de l'homéopathie, parce que ça repose en fait sur une nouvelle conception de la matière, où le corps-esprit, ça rejoint Spinoza. Donc là, je regarde notre préfacier, docteur en philosophie spécialiste Spinoza, Bruno Giuliani. Donc ça rejoint en fait le fait que le corps et l'esprit convergent. Et aujourd'hui, la nouvelle physique le valide. Et donc, on a effectivement parlé de l'homéopathie, en évoquant la mémoire de l'eau. Donc là, ça je laisse les lecteurs, je vais pas détailler ce principe-là, mais en tout cas, les avancées aujourd'hui scientifiques valident toutes ces thérapies holistiques énergétiques, et puis aussi au niveau de la biologie, avec l'épigénétique. Donc là, effectivement... On va peut-être expliquer ce que c'est que l'épigénétique. Voilà, donc l'épigénétique, en fait, c'est tout ce qui est au-delà des gènes, en fait. Et aujourd'hui, on s'est aperçu que on pouvait influencer l'expression de nos gènes. Et on comprend mieux les principes d'auto-guérison. Voilà. Donc nous, ce qui nous a passionnés dans ce livre, c'est vraiment d'établir les liens entre les avancées scientifiques et toutes ces thérapies énergétiques. Et puis bien sûr, ça rejoint la médecine chinoise qui existe depuis des millénaires. Oui, vous me disiez que finalement, vous aviez exploré plein de disciplines dans la transdisciplinarité et que tout arrivait à la même conclusion. Comment vous la résumeriez, cette conclusion? C'est ça, c'est ce changement de paradigme? Le changement de paradigme, en fait, c'est le passer du paradigme de la raison au paradigme du vivant. Voilà. C'est vraiment un paradigme qui honore les lois du vivant, et c'est un éveil, en fait, à ce qui est vraiment la vie, quoi. Voilà, je dirais ça comme ça. Et on était en train de se robotiser, on est peut-être en train de se robotiser. Donc voilà, le livre, en fait, est clair sur ce nouveau paradigme. Qu'est-ce que c'est que la vie? Qu'est-ce que c'est que l'homme? Oui, qui est bien au-delà de la séparation homme-reste du monde, quoi. Et on l'a à peine posé, mais ce livre, c'est surtout 40 entretiens approfondis avec 40 experts vraiment d'horizons extrêmement différents, des scientifiques, des neuroscientifiques, des philosophes, des artistes, des sociologues, des thérapeutes, etc. Donc déjà, chapeau. Pour être journaliste et pour savoir le temps que ça prend, chapeau. Mais c'est aussi 40 portraits de vision du monde. Vous l'avez dit au début, vous êtes allé de manière presque intuitive, l'un vous a amené à l'autre, etc. Qu'est-ce qui vous, comme ça, pour nous donner un peu la saveur de ce qu'il y a dans le livre et donner envie aux gens d'aller vite plonger dans un témoignage ou un autre, qu'est-ce qui vous a parfois surpris, interloqué, donné une idée que vous n'aviez jamais? Vous auriez quelques petites saveurs, quelques petites perles de témoignages?
Après, comme le disait Ferrel tout à l'heure, on a eu des synchronicités en fait. Les synchronicités, c'est des heureuses coïncidences quand on a commencé à chercher nos experts. Et notamment, pour en citer un, c'est Philippe Guillemant. Parce qu'en fait, toutes les deux, on était en train de lire le même livre sans le savoir. Et donc, voilà, c'était déjà... Philippe Guillemant qui est physicien. Voilà, qui est physicien et notamment qui a une théorie révolutionnaire du temps. C'est-à-dire qu'il dit que le temps linéaire n'existe pas. Donc voilà, on vous laisse découvrir ça dans le livre parce que ça décoiffe un petit peu quand même. Ouais, c'est passionnant. Ouais. Voilà. Et un autre exemple de synchronicité, c'est le jour où on a interviewé Philippe Jeunesse, qui est un hypnotiseur et qui est aussi un psychothérapeute jungien. Le soir même, j'ai rencontré un autre hypnotiseur, complètement par hasard, qui était lui marketeur. Donc je dis, c'est une autre vision de l'hypnose, tiens, on va aussi le proposer dans le livre. Et donc voilà, donc ça nous a, c'était un peu magique à chaque fois. C'était comme s'ils arrivaient à nous. Et puis bon, d'ailleurs à la fin on s'est dit bon allez, on stoppe à 40 parce que sinon on va pas terminer le livre. Voilà, on est dû arrêter. Il y a ça, et puis aussi par rapport, pendant toute l'écriture du livre, en fait, on nous a souvent dit cerveau droit, cerveau gauche, arrêtez, c'est un mythe qui est complètement éculé, c'est plus à la mode parce que vous parlez de ça. Et c'est vrai que nous, on voulait pas se décourager. Et alors ce qui est assez marrant, c'est que au moment où on se décourageait un petit peu, on tombait sur un livre qui nous parlait, mais un livre vraiment d'actualité, enfin actuel, et qui nous parlait du cerveau droit, cerveau gauche. C'est pas possible. Voilà, donc c'était des choses comme ça, des petits clins d'œil de l'univers qui faisaient que on restait sur la même voie et on a pu aller jusqu'au bout, quoi. Parce que ça a été 3 ans en fait, donc et effectivement, on a réuni 40 personnalités. Et là, je remercie Isabelle Fontaine, qui est experte d'intuition, qui est une ancienne journaliste et qui aussi nous a dit mais comment vous avez fait les filles, bravo quoi. Et ça, c'est vraiment ça nous a énormément touchés parce que c'est vrai parce qu'on n'est pas journaliste quoi. Et c'est pour ça que je me dis c'est presque messianique ce bouquin quelque part. Peut-être que c'était qu'il fallait le faire. Il fallait réunir ces 40 paroles-là avec votre vision à vous. Et il y a des choses qui vous ont choqué, des choses sur lesquelles vous n'étiez pas d'accord? Est-ce que votre cerveau gauche est venu titiller un peu la parole des experts cerveau droit? Vous allez rigoler, mais alors Raphaël a décrété que j'étais le cerveau gauche du livre. Voilà, j'étais obligée parfois de ramener, de structurer un peu. Et alors, pour reprendre la métaphore de Nietzsche entre Dionysos et Apollon, donc Dionysos, ça représente la démesure dans les mythologies grecques, et Apollon, c'est plutôt la structuration, la mesure, l'harmonie. Elle m'appelait aussi Apollon. Donc on a beaucoup... pourquoi Dionysos? Donc finalement, voilà, on est toujours le cerveau gauche de quelqu'un, le cerveau droit de quelqu'un, c'est ça en fait. Exactement, c'est tout à fait ça, parce que en fait, elle le faisait avec moi, quoi. Parce que Marjorie, normalement, elle est super cerveau droit, mais avec moi, elle était cerveau gauche. Voilà, c'est ça. Non mais c'est intéressant, c'est vraiment la vision macrocosme, microcosme en fait. On essaie d'expliquer le monde, mais ça se passe vraiment devant nos portes. Il est déjà 19h25, donc je vais vous laisser la parole si vous avez des questions à poser. Il y a aussi plein d'experts qui sont dans le livre, qui sont avec nous ce soir. Donc si vous voulez prendre le micro et rajouter votre témoignage, votre vision du truc, c'est avec bonheur. À vous la parole. N'hésitez pas si vous avez des questions. Bonsoir, j'avais une question sur votre parcours, parce que je n'ai pas trop compris. Donc, vous avez travaillé en entreprise, c'est ça? Oui. Ça m'a évoqué et autre chose aussi. Oui, ça m'a évoqué quelque chose que vous avez dit, parce que j'ai aussi travaillé en entreprise après avoir travaillé dans l'enfance handicapée, donc j'ai fait un grand saut. Et j'avais une certaine forme de créativité. J'étais dans un marketing dans un laboratoire pharmaceutique. Et cette créativité m'a beaucoup servi parce que je faisais passer des messages autrement. Mais quand j'allais un peu trop loin, on me disait que j'étais sensible. Vous voyez, donc on me catégorisait, ce que je n'aimais pas du tout du reste. Donc voilà, je sortais un peu mes griffes du coup. Voilà, c'est juste une expérience. Donc je reviens à vous. Voilà, si vous pouviez dire un peu plus d'où vous veniez. Oui, alors moi, vous avez travaillé dans l'industrie pharmaceutique, donc moi je suis pharmacienne. Et j'ai aussi travaillé, j'ai travaillé surtout en agence de communication scientifique dans l'industrie pharmaceutique. Mais j'ai la bougeotte, donc j'ai fait beaucoup de métiers aussi autour de la pharmacie. La synchronicité. Ouais. Voilà. La première question.
Voilà, Marjorie. Merci pour ce témoignage. Non, mais je comprends très bien ce que vous dites. C'est vrai que, par exemple, moi et Fal, quand on a démarré dans l'entreprise, c'était dur à gérer cette sensibilité. Et il faut vraiment l'apprendre. Bon, déjà, on l'apprend à l'école, hein, parce que c'est vrai qu'on dit aux enfants, on doit se contenir tout le temps. Donc, c'est pas facile pour les personnes qui ont une très forte. Alors, maintenant, on parle d'hypersensibilité, mais je pense qu'à notre époque, on parlait juste de sensibilité. Mais au contraire, ça peut être une vraie force. Je pense que les gens qui sont sensibles sont des excellents communicants. Donc il faut continuer à persévérer. Est-ce qu'il y a une autre question? Je vous propose qu'on passe directement à la séance de dédicace. Alors, non. Est-ce qu'il y a... Non, parmi les gens qui ont témoigné dans le livre, je sais, mais il est là, Bruno, mais je le tiens au chaud pour la conclusion. J'oublie pas. Non, Marie-Pierre, Charlélie, Anne-Laure, Eric et les autres, non. Sur cette rencontre avec ces deux chercheuses. Si. Oui, je m'assois. Bonsoir tout le monde. Donc, je suis Isabelle Fontaine, et donc auteure et spécialiste en intuition. Et donc j'ai été effectivement contactée par Ferial et par Marjorie pour échanger sur l'intuition. Et moi j'avais envie de partager une synchronicité qu'on a vécue, en tout cas un événement fort le jour où l'interview s'est faite dans un café à Paris. Et ce jour-là n'était pas un jour anodin, puisque au moment où l'interview se faisait, eh bien Notre-Dame était en feu. Et donc je me souviendrai toujours quand je suis sortie du café, et on n'était pas très loin d'ailleurs, on n'était pas tout à fait à côté, mais enfin on n'était pas très loin. Et après ça nous a questionné en fait cette synchronicité-là, enfin en tout cas cet événement majeur au moment où il y avait cette interview sur l'intuition, sur ce nouveau paradigme, sur peut-être ce monde où on a besoin de plus de sensibilité, de plus de subtilité. Et voilà, on s'est dit peut-être qu'il y avait un symbole, un gros symbole qui tombait, peut-être quelque chose de trop érigé, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on peut trouver dans cette synchronicité, mais en tout cas quelque chose qui disait il y a peut-être un monde qui s'effondre et peut-être un autre monde à reconstruire, et un monde où il y a effectivement plus de sensibilité, plus de vulnérabilité, plus de fragilité, plus de sensibilité. En tout cas, moi, je voulais vraiment vous remercier et vous redire à quel point je trouve votre livre formidable. Je trouve qu'il y a vraiment un travail d'ouverture, de reliance entre différents mondes, différents experts. C'est vraiment passionnant à lire et ça ouvre le cœur. Et je trouve que ça ouvre le monde et ça ouvre des perspectives. Donc voilà, merci beaucoup. Et je vais peut-être donner le micro. Merci Isabelle, en tout cas tes paroles me donnent beaucoup de frissons. Donc. Oui, puis c'est assez beau que c'est dans l'effondrement qu'on a tous retrouvé le sens du sacré immédiatement. Cette église devant laquelle on passe, on l'a regardée. Il a fallu qu'elle s'effondre pour qu'on se rappelle à quel point le sacré est important dans nos vies. Un autre A. Bonsoir, je suis Anne-Laure Buffet. Je suis très contente que vous m'ayez permis de participer à votre livre. Et j'en suis très contente parce que, moi dans ma profession je suis thérapeute, je travaille entre autres sur la question du haut potentiel, mais je dis bien entre autres parce que c'est un peu connexe à mon activité première. Et en même temps je travaille avec des personnes qui sont victimes de situations d'emprise. Donc que ce soit familial ou sectaire, en tout cas c'est des situations d'emprise. Et ce qui fait qu'à la fois la question de l'intuition et la question de la créativité sont extrêmement touchées par la question de l'emprise. Et en même temps, tout ce qui est neuroatypie, au potentiel et toutes les dérives qu'il y a autour de ça et tout le questionnement sur les parents qu'on voit arriver, parce que l'enfant, c'est à peu près déchiffrer 3 mots, à 4 ans, c'est forcément c'est un haut potentiel. Et ce qu'on va en faire en fait de ces enfants-là, c'est-à-dire qu'on va essayer de les driver comme des espèces d'animaux de cirque,
tout ça, moi, ça me questionne tous les jours. Et arriver à faire la balance, et c'est ce que vous faites très bien dans votre livre, entre justement le cerveau droit, tout ce que ça signifie, le cerveau droit, et derrière moi, j'ai des créatifs qui n'arrêtent pas de parler comme des insupportables enfants de classe, là, les deux chauves, là, vous deux, je vous ai repérés. Non, mais je les connais suffisamment pour pouvoir les gronder. Ils en ont besoin, et ils ont besoin, je crois, d'avoir à côté d'eux des personnes comme moi qui disent maintenant on se tait. Et nous, on a besoin, en tant que cerveau plus gauche, d'être motivés par des personnalités qui sont dans l'énergie et la créativité. Mais si on n'arrive pas à trouver cet équilibre, et je pense que notre monde en a grandement besoin, en fait, on est tout le temps en instabilité. Et je trouve que votre livre, par rapport à tout ce qu'on peut écrire sur le cerveau droit, le cerveau gauche, l'intelligence émotionnelle, les hauts potentiels, où à chaque fois c'est l'extrême, vous êtes arrivé à faire la balance et à nous ramener à un juste équilibre. Donc je voulais vous le dire parce que ça permet de remettre les choses à leur juste place sans dénigrer ou sans encenser bêtement une capacité ou une compétence que nous avons. Merci beaucoup. Merci à vous. Allez. Je suis Marie-Pierre Dylan-Zeger, je suis spécialiste de la stratégie chinoise et j'ai eu le grand plaisir d'être interviewée par vous deux. Moi, en fait, j'ai une question. La suite, c'est quoi? Vous nous préparez autre chose, hein? Quel est le texte suivant dont vous allez accoucher? Peut-être même sans nous faire intervenir. Effectivement, avec Marjorie, le sujet de l'éducation et de la petite enfance nous intéresse beaucoup. Ah, voilà. On a trouvé. Et en termes de déploiement justement dans l'entreprise, il va y avoir des ateliers, il va y avoir des séminaires. Allez-vous proposer une trace que d'autres pourront suivre et puis modéliser un petit peu ce que l'on cherche, l'équilibre que l'on cherche à trouver? Oui, c'est une des très bonnes pistes. On a été contactés justement par la plus grosse association de coachs et on va intervenir à leur colloque en octobre. Donc on espère qu'on va faire bouger les lignes et que bientôt l'entreprise elle est déjà ouverte à la créativité quand même. Ça, on ne peut pas dire que l'entreprise ne s'intéresse pas à l'innovation. En revanche, sur l'intuition, il y a encore un peu de travail et sur l'acceptation aussi des profils, on va dire, qui sont très dans l'émotionnel. Des personnes très sensibles, voilà, il y a aussi, et sur les introvertis aussi, parce qu'aujourd'hui, les profils qui sont favorisés en entreprise, c'est les profils extravertis. Souvent, les introvertis rêveurs, imaginatifs, ils ne sont pas mis en valeur. Donc, il y a encore aussi un peu de travail là-dessus. Merci beaucoup. Bruno Giuliani, qui a signé la préface du livre, est avec nous ce soir. Je vais lui demander de conclure avec un mot de ce que lui vous voulez. Merci beaucoup d'être là. Avec plaisir, oui. Et puis j'étais d'abord un des experts qui était intervenant, puisque, comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez placé tout votre livre sous l'autorité de Spinoza, un philosophe que j'ai beaucoup pratiqué. Et comme j'étais moi aussi venant plutôt cerveau gauche, parce que je venais du monde des sciences et j'ai bifurqué vers le cerveau droit après avoir fait une thèse nietzschéenne, où je me suis rendu compte qu'il fallait non seulement la science, mais aussi tout le côté artistique, créatif, intuitif, mystique. J'étais, je dirais, vraiment au cœur et j'ai trouvé vraiment votre entreprise absolument géniale. Et moi, je vais m'associer aussi aux éloges de mes amis pour dire que vous avez fait un travail formidable. Et ce qui n'a pas été tellement dit, c'est que c'est aussi un extraordinaire travail de vulgarisation, d'introduction à un champ absolument immense d'approches qui ne sont pas forcément cohérents entre eux, mais qui montrent qu'il y a une richesse aujourd'hui dans l'approche de ce nouveau paradigme qui en fait est émergent. Et donc moi je voudrais aussi insister sur le fait que ce livre il est extraordinairement optimiste. C'est-à-dire qu'il montre que même si notre système est en train de s'effondrer avec ce cartésianisme et ce rationalisme étroit qui a mis hors de l'éducation et de la société les arts, la philosophie d'une certaine manière et la spiritualité, eh bien aujourd'hui, nous avons besoin, et votre livre y contribue, de réouvrir tous les espaces qui avaient été fermés. Et moi, je milite vraiment pour vivre des expériences d'ouverture de conscience qui ouvrent à l'intuition, qui ouvrent à la créativité. Et ça, c'est l'expérience de revenir à la nature.
hein. Et c'est ça le grand message de Spinoza, c'est qu'on s'est coupé de la nature, avec une nature qu'on veut dominer, qu'on veut contrôler, et ça nous coupe finalement de l'énergie, de la créativité, l'énergie du cœur. Donc le thème le plus intéressant pour moi de votre livre, c'est qu'il redonne une certaine joie de participer à cette évolution en considérant que les sciences, les arts, les techniques et toute cette culture est en fait en train de se métamorphoser pour donner quoi, on ne sait pas. Mais c'est justement là qu'on est motivé, nous, en tant qu'artistes, en tant que scientifiques, en tant que chercheurs, d'ouvrir à un très large public la possibilité de créer un nouveau monde ensemble. Voilà. Je trouve que vraiment votre livre, il ouvre des perspectives. Je ne cesse d'aller m'y plonger, de me reposer 1000 questions à chaque fois que je le réouvre. Donc il m'a posé beaucoup de questions, ce livre. Et j'ai hâte aussi qu'une suite arrive, et notamment, sûrement par des livres, mais aussi par des ateliers, et aussi pour qu'on fasse toucher du doigt la possibilité de devenir tous, à nouveau, des artistes. Donc félicitations pour votre livre, et vraiment, je lui souhaite un grand succès. Et puis voilà, un artiste qui vient, donc je vais lui donner la parole. Après ce que tu as dit, je ne sens le droit d'intervenir. Avant c'était des spécialistes, alors ça fait peur. Mais je voulais juste dire une chose, moi qui suis artiste malgré moi depuis que mon enfance, c'est-à-dire que je n'ai pas trouvé d'autres moyens pour me faire entendre que de faire sortir les choses que j'avais à l'intérieur de moi d'une manière, une autre ou une troisième, c'est-à-dire soit par les mots, soit en expression, soit par la musique. Je me suis toujours senti très mal à l'aise dans un monde qui me demandait de réfléchir avant d'agir, alors que quasiment toute ma vie a été fondée sur le fait d'agir avant de réfléchir. Alors, c'est vrai que c'est difficile à faire admettre quand les gens qui m'entourent ont accepté leur vie sous le principe d'une organisation présupposée de nos existences. Or, en fait, toute notre vie, on ne fait qu'improviser. La différence entre un jour et un autre jour, c'est l'émotion qu'on va ressentir. Une belle journée, si on a le cœur triste, c'est terrible. Donc, une journée de pluie alors qu'on est amoureux, c'est la singing in the rain. Ce que je veux dire, c'est que l'interprétation qu'on fait des jours, et là, en termes d'émotion et de cerveau gauche, c'est aussi important que la définition objective de ce que sont les choses. On vit que dans un monde d'interprétation. Et on s'en aperçoit, j'allais dire, seulement après. Alors, c'est vrai qu'en termes d'éducation, c'est plus costaud de dire aux gens c'est comme ça se passe comme ça, il n'y a qu'à suivre des théories et on arrivera à Michelet, quoi, au déterminisme historique et ainsi de suite. Mais en fait, non, tout le temps, on fait qu'improviser. L'essentiel de mes décisions dans ma vie importante que j'ai prises, quand par exemple je suis parti m'installer à New York pendant 15 ans, ça s'est fait presque sur rien. Si j'avais réfléchi, je ne l'aurais pas fait. Mais je l'ai fait et ça a changé ma vie et le retour de la même manière quasiment. Ce que je veux juste dire, c'est, on en a parlé à l'occasion de ce livre, je trouve qu'il a le mérite de mettre en évidence ces deux systèmes d'existence, l'un réfléchi, qui est nécessaire, qui est utile. Quelquefois, on m'a traité, entre guillemets, de poète rationnel, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai fini d'agir d'une manière intuitive, j'essaie juste de comprendre pourquoi je l'ai fait. Voilà. Il y en a qui se posent même pas la question. Moi, j'essaye de comprendre pourquoi j'ai fait ça. Cela dit, le coup d'après, je vais repartir toujours de la même, en même intuition et qui tout le temps gère ma vie. Et voilà, c'était juste pour faire
cette apologie de l'acte gratuit qui ne l'est jamais vraiment d'ailleurs, mais et cette espèce de juste fini, après-demain je vais jouer dans une église, ça ne m'est jamais arrivé, j'ai dit oui juste pour faire plaisir à quelqu'un qui m'y invitait. Et je ne l'ai jamais fait, je vais jouer là un programme particulier vu le contexte. Et en fait, je ne sais pas pourquoi j'ai dit oui, et après ça a induit quasiment 15 jours de travail pour préparer ce moment particulier qui aura lieu après-demain. Et je veux dire, toute ma vie est faite de ça. À un moment donné, je me suis dit, mais pourquoi j'ai dit oui et après, je me suis dit, mais j'ai bien fait de dire oui, et ainsi de suite. Bon, il y a la culture du oui, la culture du non. Moi, je fais plutôt partie de la culture du oui, on va dire, qui m'incite à faire des choses comme ça. Bon, allez, voilà. Merci beaucoup, Charlie Couture. Il reste un peu de temps et c'est fait exprès pour que Farial et Marjorie puissent vous dédicacer leurs livres. Donc maintenant, je vous les rends. Elles sont à vous. Merci beaucoup. Merci.